Alors Greg, ça y est, tu as acheté des NFT? Mais attends, c'est pas mort ça? Non, pas du tout, enfin un petit peu, mais pas entièrement. Et d'ailleurs, il y en a maintenant aussi sur Bitcoin. Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Rémi. Salut Greg, comment ça va? Bah ça va très bien toi. Bah ma foi, très bien, très bien. Je Écoute, GPTise. tu te GPTises. Et ouais, écoute, ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de NFT ici. Bah Moi, ouais, justement, je exactement. me disais, que deviennent les NFT? Donc quand Mais tu m'as oui. proposé ce sujet Et- d'épisode, je me suis dit, mais quelle bonne opportunité de faire une petite update là-dessus. Bah Parce ouais, que j'ai génial. l'impression que ça bouge toujours. Ah mais complètement, complètement. Non, les NFT ne sont pas morts. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'on n'avait pas fait de NFT, d'épisode sur les NFT. On avait parlé notamment des NFT classiques sur la blockchain Ethereum, notamment les Bored Ape. Je sais pas si tu te souviens, les singes là, qui Yes, se fameux vendent, singe. qui se vendaient et qui se vendent toujours pour des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de dollars. Ou sur Tezos, quand on avait fait l'épisode sur les nos technos préférés, je crois, ou non, nos listes d'achats pour Noël. C'était la fin d'année dernière. Et j'avais conseillé voilà la blockchain Tezos sur lesquelles on peut trouver des œuvres d'art en NFT qui sont à des prix hyper accessibles à partir de 1, 2, 3 euros et on a des trucs plutôt chouettes. Et donc là, je voulais reparler de NFT parce qu'il y a une grosse nouveauté en ce début d'année 2023, c'est qu'il y a désormais des NFT sur la blockchain originelle, le Bitcoin. Attends, Rémi, je pensais que le Bitcoin c'était juste fait pour les paiements. Je crois que tu nous avais raconté que les NFT c'était surtout sur Ethereum, parce Mm. qu'on pouvait y exécuter du code, les smart contracts, mais que Mm. effectivement on était pour le reste plutôt sur du Bitcoin, non? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est pareil pour Tezos, Solana ou Chronos, qui sont des blockchains sur lesquelles on peut exécuter du code, ou des contrats, et pas Bitcoin. Et c'est là où ça devient intéressant. Donc, je vais faire un petit rappel sur le NFT. Un NFT, c'est une sorte de token, en fait, une sorte de, on va dire un contrat ou comme les tickets de caisse que vous avez une fois que vous avez payé quelque chose, qui prouve que l'adresse avec laquelle on a acheté ou créé un NFT nous appartient à cette adresse-là. Mais sur les blockchains, on a un petit challenge, c'est que toutes les autres transactions sont enregistrées. Hein, c'est un registre, en fait, un gros registre comptable sur lequel chaque interaction, chaque contrat passé entre deux adresses est inscrit. Et du coup, ça grossit. Donc, on se voit pas héberger, par exemple, un film en haute définition qui va faire plusieurs gigas, ou même des simples images en haute définition qui pèsent quand même un paquet de On est trucs. plutôt sur du texte en fait, c'est ça? Exactement. Plutôt, voilà. De toute façon, les contrats, les échanges, c'est vraiment des validations de texte avec des chiffres, et donc ça, c'est hyper léger, quoi. Mhm. Donc très souvent, le NFT, ça va être une sorte de facture qui va pointer vers là où on héberge le fichier. Et ce fichier, pour Ethereum, dans 90% des cas, il est hébergé soit sur un serveur privé, donc soit c'est mon NAS, soit c'est Amazon Web Services, soit Google Cloud, soit un hébergement décentralisé type IPFS, mais sur lequel, pareil, il faut payer un abonnement ou il faut motiver les gens. IPFS, c'est un peu comme, si tu te souviens de la belle époque des torrents, sur Ouais, lequel on se partageait un fichier en toute légalité, bien égalité, bien sûr, sûr. nos photos de vacances ou nos films de vacances, et en fait, qui était ensuite subdivisé en petites graines, qui étaient partagées sur tout le réseau. Et donc, quand moi, je voulais télécharger la vidéo de vacances de Greg, en fait, mon client torrent allait le chercher chez Greg, mais Mais aussi une chez autre plus d'une partie chez personne. un autre utilisateur, etc., etc. Quel Le génie cette problème, invention quand ah même. ouais, c'était vraiment, ouais, carrément. Et il y a plein d'opportunités, d'applications possibles. Mais bref, ce n'est pas le sujet. On pourra en parler d'ailleurs. Moi, je rêve un jour d'un vrai mesh, donc un réseau complètement décentralisé pour Terre à accéder à terre. Internet. Ça serait trop cool, où chacun aurait sa petite antenne et on se partagerait l'Internet sur un réseau énorme. Mais ceci n'est ça pour un autre jour. Et donc le problème, c'est que si le créateur du NFT ne paye plus l'hébergement, que ça soit chez Google Cloud ou il débranche son NAS, ou il y a plus personne qui veut hoster son fichier sur IPFS, eh ben il ne vous reste plus que
le NFT qui est juste la preuve que vous avez la possession de quelque chose qui n'existe plus, en fait, parce que le lien vers lequel pointe ça, c'est mort. Ok, pas mal. Du coup, Et en donc, fait, si on peut héberger des smart contracts sur la blockchain, on peut pas héberger des petits fichiers? eh ben si. En mettre Et des c'est fiches ça de qui est cool. vacances? Si, carrément. Carrément. Mais ils doivent être vraiment pas lourds du tout. Et donc, on a deux façons de le faire. Soit un fichier SVG, qui est un format d'image. Par exemple, les CryptoPunk, que tu as sûrement dû voir, qui sont également des images vendues à plusieurs centaines de milliers de dollars. En fait, c'est des images de 24 pixels par 24 pixels. Vraiment énormes. Et qui pèsent environ 200 bytes. Et si on compare à une photo qui sort d'un téléphone, et encore une photo en basse qualité de 1,5 mégabytes, ça fait, en bytes, 1,5 mégabytes, ça fait 1,5 million de bytes. Donc vous voyez vraiment la différence d'échelle entre 200 et 1,5 million. 1,5 million, on pourrait pas loster. Et la deuxième solution, c'est de faire un smart contract qui va générer l'œuvre sous nos yeux. Et ça, on a l'exemple avec les art blocks, qui sont des sortes de comment le détruire, des petits zigouigouis multicolores et qui sont vendus à des centaines et qui se vendent toujours à des centaines de milliers de dollars. Et ça c'est pour le coup c'est un usage que j'aime beaucoup parce que moi j'en ai déjà parlé, j'aime beaucoup l'art génératif où c'est des sortes de développeurs artistes qui vont créer un code qui va ensuite générer des images, des formes devant nos yeux et ça je trouve ça plutôt cool. Ah, il y a un côté magique. Ouais. Donc j'imagine que c'est cette dernière solution qui a été choisie pour les NFT sur les bitcoins. Exactement. C'est cette solution de pouvoir finalement héberger ce qu'on appelle on-chain, donc sur la blockchain, les images. Donc là, on va rentrer dans la technique. Donc sortez vos lunettes, mettez-vous à l'aise, asseyez-vous confortablement. Un petit peu de vocabulaire. Le Bitcoin, c'est un peu la blockchain des blockchains. C'est celle qui était là en premier. Et donc, pour ces vrais aficionados, les autres blockchains, c'est un peu, c'est pas des vraies blockchains, quoi. C'est des blockchains de rigolo, parce que tout simplement, elles se sont éloignées de la promesse de valeur du Bitcoin, qui était de permettre, suite à la crise de 2008, de la chute de Lehman Brothers et d'autres banques, qui était à n'importe qui donc de devenir sa propre banque et d'éviter d'avoir son argent ailleurs. Et que dans une grosse banque et que la grosse banque joue avec ton argent et le perd. Et c'est marrant parce que il y a quelques semaines, c'est ce qui est arrivé encore à Silicon Valley Bank ou à Crédit Suisse, comme quoi hein, Les mêmes. rien n'a changé, pas grand chose n'a changé. Et donc la proposition de valeur de Bitcoin est toujours actuelle finalement. Et donc, Bitcoin étant Bitcoin, et donc c'est un peu des extrémistes. J'espère que les Bitcoiners ne nous écoutent pas. On vous aime aussi les Bitcoiners. Les NFT ne pouvaient pas s'appeler des NFT, hein, parce que bon, c'est sur Bitcoin quand même. Donc, ça s'appelle des Ordinals Inscription, donc des inscriptions sur ordinal, hein, en français. Et d'où ça vient c'est que les euros, comme les Bitcoins, ils sont fongibles. Donc, c'est-à-dire qu'on peut les subdiviser en centimes d'euros, donc en des petites sommes, et on peut se les échanger. Moi, je peux te donner 1 centime, toi, tu peux te donner 5 centimes. C'est trop cool. Par contre, on n'a pas de moyen de différencier ces petites sommes. Donc, je te donne 10 centimes qui viennent juste d'être créés, et toi, que tu me donnes 10 centimes qui ont été créés en 2005, c'est la même chose, et encore pire, entre guillemets, si on se les échange en faisant un virement ou un paiement via Lydia, il y a aucune différence entre les centimes ou les euros, parce qu'on n'a pas besoin en fait de faire de différence entre les différentes entre ces petites sommes. Sur Bitcoin, c'est un peu différent. Chaque Bitcoin va être divisable en 100 millions de Satoshi, donc ils deviennent des subdivisions de Bitcoin, et chacun de ces Satoshi a un identifiant unique en fonction de sa position dans le bloc de la blockchain. Et ça, c'est assez marrant parce que du coup, ça veut dire que le 100e Satoshi d'un Bitcoin aura l'identifiant 100. Et donc là, on se dit, intéressant. Parce que ça veut dire que on peut donner une valeur. Alors bon, on est des humains, hein, ce qui est rare et cher, on est un peu tordu, je pense. Mais en gros, imaginons que un jour quelqu'un arrive à récupérer le premier Satoshi
du premier bloc de Bitcoin. Ça va être un truc extraordinaire parce qu'il aura une valeur inestimable pour les collectionneurs et je pense pas forcément que fans de Bitcoin, hein, parce que ça Mhm. sera finalement le Satoshi originel, celui qui Ouais, était un là. morceau d'histoire, quoi. Voilà, c'est un morceau d'histoire et c'est un peu comme si on retrouvait la première pièce jamais créée par l'humanité ou même le premier euro. Je pense que le premier euro qui a été pressé, il doit avoir une petite Il valeur doit être conservé sympathique. quelque part, Ouais. j'imagine, ouais. Ah ouais, je pense que oui, ça c'est clair. Et donc, là, ça devient assez intéressant parce qu'on a un moyen d'identifier chaque élément de Bitcoin, donc chaque Satoshi. Et donc maintenant, reste à savoir comment est-ce qu'on met du contenu dessus. Et pourquoi on ferait ça, Rémi? Pourquoi pas commencer par dessiner sur les billets et les vendre comme des œuvres d'art comme ça? Euh, bah, Bonne question, bonne question. L'intérêt du Bitcoin, je rappelais tout à l'heure par rapport il a été créé suite à 2008 à la chute des banques et donc la crise des subprimes où beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent à cause de banques qui faisaient un petit peu trop la fête avec leur argent, enfin l'argent de leurs clients. Et donc l'intérêt du Bitcoin, c'est que c'est un réseau sans permission, c'est-à-dire que t'as pas besoin de demander la permission pour y inscrire quelque chose. C'est non censurable et c'est immuable. C'est-à-dire qu'une fois que tu as quelque chose qui est inscrit dans cette blockchain, c'est inscrit. Personne peut aller effacer avec un effaceur. Donc pour les vrais bitcoiners, c'est des NFT qui correspondent vraiment à leur valeur d'indépendance et euh, de ne pas être dépendant en fait d'une Système institution, financier. d'un État organisé quoi. Et ça, c'est assez marrant. Du coup, en 2021, on a Casero d'Armor qui a trouvé une faille suite à la mise à jour Taproot qui permet de remplir un bloc de blockchain avec du contenu dans la limite de 4 mégabytes. Et, euh, et c'est là où on voit la chose intéressante, c'est que en fait, c'était possible de le faire, mais juste personne n'y avait pensé et juste lui il s'est dit ah mais tiens pourquoi je mettrais pas une petite image maintenant que je peux faire que j'ai max 4 mégabits que je peux rajouter dans chaque bloc. Du coup si c'était possible ça va être fait. Et donc si on va voir un explorateur de transactions Bitcoin, en fait on peut voir visuellement les blocs et un bloc il est composé de plein de petits blocs qui représentent les transactions. Et donc, ce qui est marrant, c'est que quand on a un ordinal, donc une inscription ordinale, on a, à la place de toutes ces myriades de transactions qui font à peu près la même taille, on a un énorme bloc Mhm. et quelques petits autres blocs qui correspondent aux interactions. Et l'énorme bloc, il prend toute la place parce que comme on est limité à 4 mégabits maximum, si c'est une image de 3 mégas par exemple, elle va prendre toute la place. Toute la place. Voilà, et donc c'est visuellement, on peut le voir. Par contre, si vous voulez voir l'image, comme c'est quand même très récent, il faut aller voir un explorateur spécifique comme Ordinal Up ou Gamma. Et je pense qu'il y en aura d'autres. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très récent. Le boom, il date vraiment du début de cette année, où on est passé en l'espace de quelques mois il devait y avoir quelques milliers d'inscriptions à 650 000 aujourd'hui. Et c'est ça qui est chouette. Ce que j'aime beaucoup avec la blockchain, c'est que tu peux voir ce qui se passe en direct et tu peux voir Et l'état oui, des choses. Et voilà. Et t'as des gars qui s'amusent à créer des dashboards pour rendre ça plus visible plus vivant. pour tout le monde. Donc je le mettrai d'ailleurs dans les liens si Ah vous oui, voulez hyper aller jeter un intéressant. œil. C'est assez marrant euh, parce que vous voyez qui en a plein, lesquels ils sont, en fonction des jours, combien on en a. Et donc là, on commence à voir que ça se tasse un peu. Donc je sais pas si c'est une tendance qui va perdurer ou si c'était juste un Un effet de effet de mode. mode. Ouais. Mais mais voilà, mais c'est vraiment freestyle pour l'instant et même si ça commence à se mettre en œuvre. Donc moi j'en ai entendu parler en février et Mhm. je me suis dit vas-y c'est marrant. Moi j'ai loupé tous les Bored Ape et les CryptoPunk, les trucs Là, comme ça j'y où je vais, me quoi. suis voilà les CryptoPunk. Je me suis dit quand j'ai vu ça, je dis n'importe quoi, ça marchera jamais ce truc là. Et voilà, je m'en mords les doigts. Tu regrettes? Ouais, mais bon, c'est la vie. Et donc là, je me suis dit, cette fois-ci, je ne passe pas au travail. Et donc, comment ça a été fait? On n'a pas d'interface sur lequel on peut dire, tiens, je te donne cet argent, je clique sur acheter et puis je le reçois sur mon adresse. Non, non. Je suis allé sur un Discord. Bon, c'était le Discord officiel d'Ordinals, mais on sait trop jamais. Le but, c'était, il y a un gars qui partageait son adresse. On devait lui envoyer 0,2 Ether. Waouh. À l'époque, je sais plus quoi,
peut-être 200, 300 euros par là. Et c'est lui qui crée ensuite l'inscription pour nous. À la Donc confiance, quoi. Ouais, ah mais non, mais c'était un peu n'importe quoi. Oui, oui, tout à fait. Donc moi, j'ai téléchargé un wallet Bitcoin. Je suis pas très exposé au Bitcoin, donc je sais pas trop comment ça marche. Donc c'était vraiment, allez, on y va, on verra ce qui se On passe. teste. J'ai téléchargé donc un wallet qui s'appelle Sparrow. J'ai généré mon adresse. J'ai partagé cette adresse. Je l'ai envoyé au mec et ouf, c'est bon, je l'ai reçu. J'ai bien vu, j'ai rentré mon adresse sur le site Ordinals que je vous partagerai aussi, sur lequel vous pouvez voir toutes les collections. Et voilà, c'est très varié, hein, ça va du pire au plutôt cool. Et j'ai reçu ma première inscription sur le site Ordinals. Mais ce n'était pas sans stress, effectivement, c'était J'imagine. voilà, t'envoies de l'argent à un inconnu sur Internet, le truc que tout le monde te dit de ne pas faire depuis que l'email existe et qu'on reçoit Exact. des emails de ah mon oncle est en Afrique, il est très malade, mais il est très riche et du coup si vous m'envoyez 2000 euros, voilà. Bon, comme toute logique d'investissement, quand même, faut rappeler que là, voilà, faut vraiment enfin, quand tu les as envoyés, ces 200 ou 300 euros, Ah, t'es je prêt me à les dis, perdre, en fait, hein. ouais, Faut voilà, exactement. Je pas me en suis avoir dit, besoin, et quoi. c'est quelque chose que j'avais en stock, donc Ouais, donc faut voilà, garder bon, cette logique-là, hein, c'était voilà, on s'est dit YOLO, comme disent les jeunes. Et c'est marrant parce que sur un modèle assez similaire, on a donc début mars, je crois le 8 mars, Yuga Labs, l'entreprise qui est à la tête, qui a créé notamment la série des Bored Ape Yacht Club, a lancé une série de 300 inscriptions. Et la méthode, c'était un peu le même style, même si là, bon bah tu savais que c'était Yuga Labs, mais en gros c'était des enchères dans laquelle ils ont partagé une adresse, les utilisateurs devaient envoyer leur mise en Bitcoin à cette adresse-là. Les gagnants ensuite recevraient leur inscription et les perdants seraient remboursés de Bitcoin. Mais pareil, en fait, qui te dit que Eh oui. voilà, tu te plantes tu t'envoies un Bitcoin parce que pour le coup, alors j'ai plus en tête, faudrait que je regarde, je vous partagerai un dashboard si j'en trouve un sur ce. Là, les sommes étaient, voilà, on n'était pas sur 0,2 Inter, on était plus proche de, je crois autour de 1 Bitcoin, quelque chose comme ça. Donc un Bitcoin étant autour de 27-28 000 euros là, Ouais. dollars, pardon. Ça change pas grand chose. Voilà, c'est Faut y des aller à gens la qui confiance. avaient un peu plus des poches profondes que moi. Mais c'était voilà, on n'a pas encore de place de marché. C'est très amateur et c'est marrant. Voilà, on sent qu'il y a un truc qui est en train de se créer, les choses bougent. En tout cas, il y a des wallets qui commencent à apparaître. Il y a une marketplace connue qui vendait déjà, qui permettait l'échange de NFT sur Solana et Polygon, qui s'appelle Market Eden, qui a lancé son ouverture aux inscriptions. Alors, je suis pas allé tester, il faudrait peut-être que j'aille jeter un œil. Et donc voilà, tout ça se met en place. Donc c'est plutôt rigolo de se dire ah ben je pourrais dire à mes petits enfants que j'y étais. Voilà. Très marrant. Et donc pour résumer un petit peu cet épisode poilu de technique, il est désormais possible d'avoir des médias enregistrés sans censure et de manière immuable sur le réseau Bitcoin. Et ça s'appelle les ordinal inscriptions, donc ou inscriptions ordinales, mais vous les appelez comme vous voulez. Moi, comme je suis un peu un rebelle, des fois, je les appelle les NFT sur Bitcoin. Voilà, je suis un fou. C'est encore très tôt. Il y a tout un écosystème qui est en train de se mettre en place. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur. Je vous partagerai le site. Allez jeter un œil pour Carrément. voir qu'est-ce qui se fait, comment ça se passe. Par contre, ça reste ultra complexe. Moi, j'ai pas enfin, en fait, pour l'instant, j'ai pas mon wallet. C'est un wallet sur l'ordinateur et il est pas connecté au site en fait. Donc, je peux rien faire pour l'instant. Je peux pas, enfin, tu vois, t'envoyer ces NFT. Je peux pas. Si je peux en recevoir d'autres, mais je peux pas en vendre. Et Ouais, tu sens voilà. que c'est quand même au début, tout n'est pas en place pour Ah ouais, en complètement, suivre. complètement. Mais c'est ça qui est cool. Il y a des wallets qui vont bientôt se créer sur lesquels j'imagine que tu pourras avoir tes NFT, les transférer. Mais j'ai l'impression, enfin, j'ai pas tout compris comment techniquement ça marchait, loin de là. J'adore. Et c'est marrant parce que ça a l'air quand même. Autant sur Ethereum, j'ai à peu près compris et c'est assez plutôt clair. Tu vois, tu as un smart contract, tu peux voir à qui il appartient, tu interagis avec. Là, on est quand même un peu plus sur de la bidouille et c'est ça On est qui est sur de la rigolo, zone c'est grise là que quand ah même, ouais tu vois? À ouais tout moment, les mecs disparaissent avec ouais l'argent. voilà complètement. Ouais. Bon, ils auront des trucs pixelisés un peu dégueux si ça leur fait plaisir. Moi, je trouve ça rigolo, mais non c'est plutôt cool. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça
ouvre la voie à des usages donc de ce qu'on appelle le Web 3, qui est de remettre aux utilisateurs les clés de leurs données, plutôt que de les filer, d'avoir un Google ou un Facebook à qui tes données appartiennent. Là, on recentralise les données et potentiellement, Bitcoin va passer de interface, plutôt système d'échange d'argent de pair à pair, à un peu plus, à quelque chose sur lequel on pourra faire des choses. Donc se faire, on ne sait pas exactement encore ce que ça va être. Pour l'instant, la voie est ouverte en tout cas. Donc c'est plutôt intéressant. N'hésitez pas à jeter un œil, commencer à creuser le sujet. On va voir si ça tient. Moi je sais pas, je pense que ça peut tenir un petit peu dans le temps. On va voir. En tout cas, si des acteurs comme Yuga Labs se sont aussi rapidement impliqués, ont tenté quelque chose, je me dis que faut juste que le système se mette en place et devienne. Alors déjà que sur Ethereum c'est un peu complexe. Là, il faut que les gens qui vont créer des wallets fassent en sorte que l'expérience utilisatoire soit facile pour que s'ils veulent que un max de gens, voilà, exactement, parce que ça c'est toujours le truc galère. Donc on n'y est pas encore, mais toi t'as envie d'y croire et tu vas suivre ça de près pour nous. Bah écoute, pour l'instant je vends pas, voilà. Mais ce qui est rassurant, c'est que si je vends, j'aurais fait une belle plus-value, et donc ça fait plaisir. Écoute, ceci n'est pas un conseil en investissement financier. Les disclaimers habituels. Exactement. Super Rémi, écoute, merci. Moi j'étais passé à côté de l'info, mais c'est vrai que je suis moins ces actus-là que toi. Et voilà, c'est toujours intéressant de savoir un peu ce qui se passe dans le monde du Web 3, des cryptos, et puis des NFT, quoi. Donc là, et de voir ces mouvements récents et que tu peux là cette fois saisir à leurs prémices. Ah ouais, là je suis hyper intéressant. Exactement. Donc on va ça avec attention avec toi dans les prochains mois. Et surtout, ce qui va être intéressant de voir, c'est comment les bitcoiners classiques, finalement, pour qui Bitcoin c'est juste, on est là juste pour échanger des sous, ou transférer des sous, ou être propriétaire de ces sous. Comment ils vont venir voir le truc, ah merde, on peut faire des trucs en plus là, mais non, mais c'est pas pour ça que ça a été fait. On va voir. Et c'est ça qui va être intéressant. Ouais. Donc voilà, peut-être que on se retrouve dans un an pour vous en reparler. Écoute, super. La semaine prochaine, de quoi on parle, Rémi? Mais je sais pas, peux le dire. Dis-moi. Oui, vas-y pour une fois qu'on sait. La semaine prochaine, on va vous parler d'un procès entre des éditeurs et la mémoire d'Internet. Intéressant. Et la semaine prochaine alors. Salut Rémi. Salut, ciao. Ciao. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtayeb.substack.com et lebrief.tech.